Merci en tout cas d'être tous ici et merci à Anne Musson d'être parmi nous ce soir pour notre seconde conférence de l'année. Donc, on va remercier aussi nos partenaires, donc le CASD, Moneta et NSA, voilà, qui sont affichés juste à côté de moi et qui nous soutiennent dans nos événements. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Jérôme qui va présenter notre invité de ce soir et laisser la parole aussi à notre invité. Merci Johan. Donc bonsoir à tous, merci d'être venus et merci encore à Edmundson d'avoir accepté notre invitation. En quelques mots, je vais vous présenter. Vous êtes économiste et enseignante-chercheuse à l'ESSCA, École supérieure des sciences commerciales d'Angers. Vous travaillez notamment sur la question des indicateurs de richesse, avec notamment une approche sur les questions de confiance et de coopération, ainsi que sur le concept de responsabilité sociétale des entreprises. Vous avez d'ailleurs soutenu une thèse sur l'attractivité durable des territoires et alimenté aussi un blog sur les indicateurs de développement durable, blog que je recommande et dont je mettrai le lien dans les commentaires après. Voilà, je vous laisse maintenant la parole pendant une demi-heure environ pour une présentation générale et puis après on passera aux questions. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup, Jérôme. Donc là, c'est bon, il y a mon micro, il y a tout. Merci beaucoup pour cette présentation et puis merci pour l'invitation. Merci à ceux qui sont présents. J'imagine bien que vous passez vos journées sous Zoom. Donc ça vous ajoute encore une petite session Zoom ce soir. Donc, on va essayer de faire ça de manière dynamique et sympathique le plus possible. Alors, je suis très heureuse et flattée que vous m'invitiez. Je voulais commencer par une petite anecdote qui est vraie et qui est vraiment la première chose à laquelle j'ai pensé quand vous m'avez invitée. J'ai fait mon master d'économie à l'université de Pau et un prof qui s'appelle Marc Florbet. Et je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en fait, c'est quelqu'un de l'NCAE et qui est maintenant professeur au MIT, donc joli parcours du début à la fin. Et un super prof qui est économiste et qui fait un peu de philosophie, qui parle de bien-être, voilà, qui s'intéresse un peu à des questions dont on va parler ce soir. Et donc, j'avais découvert par ce biais l'NCAE et donc vraiment dans mon esprit d'étudiante. Et je suis sûre que c'est vrai. C'est vraiment des étudiantes et des étudiants très, très brillants. Donc voilà l'image que j'ai de l'NCAE. Donc, je suis vraiment flattée. Bref, on reparlera de Marc Florbet, si vous voulez, et un peu de ses travaux qu'il fait. Donc, en fait, on a convenu avec Jérôme de discuter ce soir autour des thématiques de croissance, décroissance, développement durable, bien-être, notamment en fait à travers les questions qui émergent avec la crise sanitaire qu'on traverse actuellement. Donc, je vais essayer de poser quelques bases dans la demi-heure qui m'est attribuée sans dépasser du tout, parce qu'il me semble intéressant qu'on ait davantage un échange, et notamment sur les questions d'actualité. Je vais vous présenter 4 choses. D'abord, qu'est-ce que la croissance et puis pourquoi on y accorde autant d'importance. Quand je dis autant d'importance, c'est plutôt pourquoi c'est notre objectif numéro 1 dans nos objectifs politiques. Et puis, on va essayer de voir rapidement, est-ce que la solution, du coup, est-ce que la décroissance, ça répond à certaines questions. Et puis ensuite, on parlera des indicateurs alternatifs, des différentes pistes qu'on peut avoir. Donc, pour commencer, je pense que vous êtes assez avertis là-dessus, mais quand même, pour bien poser le débat, quand on parle de croissance, on parle donc de croissance du PIB, du produit intérieur brut. C'est quoi? C'est la production, finalement. Qu'est-ce qu'on produit sur une période donnée, généralement un an, sur un territoire donné, un pays ou une région, une ville? Qu'est-ce qu'on produit sur un an? Et la croissance, ça va être vraiment ce qu'on produit, le pourcentage d'évolution par rapport à la période précédente. D'accord? Donc déjà, c'est une première chose qui est importante de comprendre, c'est que c'est une évolution. Quand on parle de la croissance, c'est la croissance du PIB.
Et donc, dans cette production, il y a tout. Hein. Il y a toute la production industrielle qui va avoir qui peut avoir des effets négatifs polluants, par exemple, tout ce qui va nous permettre de construire des infrastructures, des villes, des biens et des services. Les services, hein, c'est important, c'est aussi dans le PIB. Donc, quand on produit de la santé, c'est important, hein, notamment au cœur des débats actuels, quand on produit de l'éducation, ça aussi, c'est du PIB, d'accord? Mais quand on a un accident de la route, on produit aussi du PIB. C'est l'exemple très classique. Alors, l'objectif, en fait, de cette production, a priori, c'est d'améliorer la situation globale, la situation moyenne de l'individu. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi, quelle est l'idée derrière ça. Et avant ça, je voudrais revenir sur cette idée que la croissance, c'est bien l'évolution. Vous êtes très bien placé pour savoir ça. En tout cas, on a une différence entre la croissance du PIB qui est un flux et ce que possède un pays qui est le stock de richesse, en fait. Quand on dit est-ce que le pays est riche, on va s'intéresser plutôt à sa croissance. Et ça, c'est un peu bizarre. Parce que, en fait, c'est un peu comme si on s'intéresse à un individu et on se dit tiens, est-ce que cette personne est riche? Et on évalue sa richesse à une seule chose, c'est les salaires qu'il va toucher pendant un an. Mais on ne prend pas du tout en compte le fait qu'il ait une maison, un château, un appart dans le 16e arrondissement, ou qu'il ait beaucoup d'amis, qu'il ait une famille, qu'il ait des parents, qu'il n'ait pas de parents, qu'il ait un chien, que ce chien soit de race ou pas. Enfin voilà, ça ne nous intéresse pas si on cherche juste à réfléchir en termes de flux. Et donc, pour un pays, c'est pareil, en fait, quand on réfléchit en termes de croissance du PIB, c'est bien l'évolution de la production en un an. Et on ne regarde pas vraiment son stock de richesse, ce qui semble déjà quelque chose à considérer. Rapidement, hein, on considère en gros 4 types de richesses dans un pays. Quand on évalue les capitaux, hein, on va avoir son capital produit, le capital construit, tout ce qui est infrastructure, hein, et qui est hyper valorisable et qui est assez facilement monétisable, en fait. On peut facilement voir, en fait, comparer les pays entre eux, si les infrastructures, les usines, tout ce qu'on a, ce que ça vaut. Autre chose, on a le capital naturel. Et bien, en fait, si on a de la forêt en quantité, en fait, si on est le Brésil, par exemple, on est très riche en capital naturel. Si on a des rivières, si on a voilà, tout ce qui est naturel et qu'on peut en plus l'utiliser, c'est d'autant plus valorisable si elle n'est pas polluée. Et ensuite, on a 2 autres choses qui sont très importantes. D'une part, le capital humain. Donc ça va normalement à peu près vous parler. Hein. C'est les personnes qui sont présentes sur mon territoire. Il y a 2 aspects. Là-dedans, c'est la démographie déjà. La démographie, s'il y a beaucoup de personnes ou s'il n'y en a pas beaucoup, si ça croît, si ça décroît. Et quelles sont les compétences? Est-ce que ces personnes-là ont des qualifications et des compétences? Et la dernière chose, hein, qui va bien nous intéresser, nous peut-être dans notre débat, c'est le capital social. Et on en parle moins. Peut-être vous connaissez, vous, le capital social au sens de Bourdieu, hein, qui est plus au sens d'un individu, les relations qu'il va pouvoir mobiliser, et qui est c'est très important. Mais au sens d'un pays, en fait, ça va être toutes les normes, la confiance qui règne entre les gens, la manière qu'ont les gens de faire des choses ensemble. En fait, c'est ça. C'est le capital social, ça va être la capacité des personnes à faire des choses ensemble. Donc, à faire des affaires, hein, à créer une entreprise, mais pas que, en fait. Hein. Ça va être la capacité à faire confiance aux chauffeurs de bus qui ne vous jettent pas dans le camion d'en face, ou ce genre de choses, et qui vont fluidifier beaucoup les relations qui sont à la base du système économique et puis vraiment ce qui fait société. C'est très important. La Banque mondiale a essayé de calculer un petit peu ce qui fait la richesse des pays, et le capital social et le capital humain, c'est vraiment la grosse partie de la richesse des pays. Hein. Ce n'est pas le capital produit. Donc, il faut aussi le considérer. Alors, donc, je reviens à mon idée de croissance qui ne s'intéresse pas à ça, hein, qui, elle, s'intéresse à ce qu'on va produire chaque année. Et pourquoi ça nous intéresse beaucoup?
Parce qu'en fait, l'idée derrière ça, c'est, en gros, il y a 3 choses. C'est que si on augmente la production, on augmente les revenus de chacun. Et on est à peu près sûr que plus les revenus augmentent, plus les personnes, plus le citoyen, l'individu va pouvoir consommer, et plus ça va, a priori, le rendre davantage heureux. D'accord? Et on s'est aperçu que c'est pas du tout automatique. Bon, il y a des raisons pour ça, mais globalement, c'est quand même pas mal parce que l'individu, ça lui permet d'assouvir ses besoins de base, ça lui permet une émancipation aussi. Hein, c'est vrai que dans les 30 Glorieuses, ça a vraiment bien marché. Par exemple, le fait de pouvoir s'équiper tous et toutes surtout en machine à laver a permis l'émancipation de la femme. C'est vraiment un élément qui a compté. Et donc, on peut avoir comme ça de la consommation de masse qui peut avoir des enjeux sociétaux qui sont importants, qui sont à considérer. Ensuite, si on augmente les revenus, on va aussi avoir plus de revenus fiscaux pour l'État. Et du coup, on va pouvoir redistribuer, investir dans de l'éducation, etc. Et donc, a priori, réduire les inégalités et en redistribuant. Voilà. Donc, il y a cette idée-là aussi derrière. Et la dernière idée, c'est que plus on produit, on va du coup mieux s'équiper, développer les infrastructures. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, un système de santé qui va être de plus en plus efficace. En fait, on va avoir de plus en plus de moyens, on va pouvoir investir dans la recherche et ça va être profitable pour la santé de tous. Plus on développe les infrastructures, ça peut être des infrastructures urbaines, des routes, etc. En fait, ça, par exemple, ça a un impact sur la démocratie. Voilà, ça c'est aussi quelque chose d'important à considérer. Et donc, l'idée derrière, quand on se dit il faut absolument qu'on ait de la croissance, c'est aussi qu'on a quelques bonnes intentions aussi derrière ça qui sont pensées, quoi. Bon, le problème étant qu'on s'aperçoit que c'est pas automatique. Déjà, l'augmentation, la croissance, en fait, elle va pas avec une augmentation du bonheur ressenti. Alors voilà, donc ça, on essaye toujours un peu de se l'expliquer. Je donnerai quelques pistes rapides, mais on voit que ça marche pas. On voit qu'on n'arrive pas à réduire les inégalités, en fait. Et puis en plus, on détruit notre capital naturel. Donc je vous disais tout à l'heure, notre stock de richesse. C'est comme si notre croissance, elle va détruire le capital naturel parce qu'on va surexploiter les ressources, parce qu'on va polluer. Enfin, on va créer du changement climatique. Vous connaissez tous ces éléments. On va détruire du capital humain parce que, en fait, on va créer des problématiques de santé. Je ne pense pas là à des virus, forcément, mais plutôt le fait de la pollution, hein, qui tout simplement a un impact sur la santé. On va aussi détruire du capital social parce que on va, par certains mécanismes de relations au travail, on va détruire des liens sociaux. On va favoriser l'individualisme, enfin ce genre de choses. Donc, en fait, vous avez des tenants et des économistes très, très sérieux, des politiques qui vont expliquer, en fait, voilà, il faut absolument pas qu'on détruise notre stock de richesse. Or, on voit bien que plus on produit, et en fait, on n'augmente pas ce stock, on est en train de le détruire. Il faut absolument pas détruire le capital naturel, qui est quelque chose qui est absolument vital. Et donc, du coup, il faut produire moins chaque année. D'accord. Ok, ça se tient. Parce qu'on ne veut pas détruire le stock. Sauf que, en fait, il faudrait savoir un petit peu qu'est-ce qu'on va sacrifier comme production. Parce que vous avez constaté comme moi, on va dire, l'émotion suscitée par le fait qu'on déclare une certaine consommation non essentielle. Donc, on voit de manière très claire que c'est pas acceptable. Voilà. On voit très bien aussi que c'est difficile de choisir, d'accord, ce qui est essentiel pour l'un n'est pas forcément pour l'autre. Et puis surtout, est-ce que ça va pas se faire au détriment des services de santé? Est-ce que ça va pas se faire au détriment des services de l'éducation? Parce que ça aussi, c'est de la croissance. D'accord? Alors, est-ce que ça aussi, il faut la baisser, en fait? Et donc, ça crée quand même des débats compliqués. Et en fait, surtout moi, ce que je vois, c'est que de chaque côté, on a vraiment des personnes qui ont foi finalement
dans le PIB et qui mettent ce produit intérieur brut vraiment au cœur des débats. Pour les uns, il faut absolument l'augmenter, pour les autres, il faut le diminuer. Et comme si, en fait, c'était vraiment le PIB qui allait décider de tout. Bon, moi, je pense que, en fait, c'est une erreur parce que cette production, le PIB, qui est un indicateur extraordinaire, parce qu'en fait, on sait très, très bien le calculer et de la même manière partout. Alors, c'est génial, c'est hyper facile à faire. Et on sait vraiment ce qu'il mesure. Donc, il mesure la production. Et en fait, ça doit être un outil au service d'un projet. C'est un outil économique au service d'un projet de société. Voilà, c'est tout. Et il n'y a pas d'objectif de croissance ou de décroissance. C'est qu'est-ce qu'on fait comme production qui va servir notre objectif de société. Donc, c'est quoi l'objectif sociétal? Ça va être quoi l'objectif, normalement, hein, l'objectif de dirigeants politiques? En fait, voilà, qu'est-ce que nous disent les constitutions? C'est l'objectif, normalement, c'est le bonheur commun, en fait, le progrès collectif, le fait que la situation de tout le monde on s'améliore collectivement, quoi. C'est ça, normalement. Donc, comment le PIB il peut servir à ça? Et ben voilà, en fait, on voit bien qu'on a, il faut faire des choix, en fait, et puis voir quel type de production on compte pour ce bonheur commun, ce bien-être commun. Peut-être que je préférerais quand même ce terme de bien-être. Qu'est-ce qui va contribuer? Qu'est-ce qui va le détruire? Et puis alors, comment on mène des politiques pour équilibrer tout ça? Mais on doit voir comment cette production elle va nous permettre d'atteindre ce but-là. Et puis, et voilà, sans forcément penser, il faut absolument que ce PIB, il baisse ou qu'il augmente. Parce que c'est quand même quelque chose de beaucoup trop global pour le penser dans ce sens-là, selon moi. Donc, est-ce qu'on a des indicateurs? Est-ce qu'on a comme ça des boussoles qui peuvent nous aider à voir si on fait les bons choix en fait, de production, les bons choix politiques? Alors, on a quelques indicateurs alternatifs hein, qui nous permettent de bien réfléchir. On a l'indice de développement humain, vous avez forcément entendu parler. C'est intéressant dans notre contexte parce que l'indice de développement humain, pour un tiers, il prend en compte l'espérance de vie. Et après tout, pourquoi ce ne serait pas ça notre indicateur, l'espérance de vie? Parce que là, ça a l'air de beaucoup compter, hein. Enfin, en tout cas en France. C'est-à-dire que là, on considère comme absolument prioritaire le fait que des personnes qui peuvent être âgées de plus de 80 ans, qu'elles puissent vivre 1 ou 2 ans de plus, ça semble quand même quelque chose de très, très important pour nos sociétés. Donc, l'espérance de vie, ça semble quelque chose d'important et ça peut être quelque chose qui nous guide actuellement dans des décisions. Et il n'y a pas encore de chiffres là, mais peut-être qu'on va le voir que le Covid-19, la Covid-19, a eu pour effet de faire baisser un petit peu l'espérance de vie en 2020. Voilà. Et ça aura fait baisser le PIB, mais ça aura peut-être fait aussi baisser l'espérance de vie. Et peut-être que si on avait moins baissé le PIB, on aurait plus baissé l'espérance de vie. Donc, c'est quand même intéressant. Ça semble quelque chose qu'il faut quand même considérer. Et dans l'IDH, on a aussi des variables qui sont liées à l'éducation, le taux d'alphabétisation, le taux de scolarisation, et puis le PIB par habitant. Alors, rien que prendre par habitant le PIB me semble déjà quelque chose de plus intéressant parce qu'on on prend quand même en compte la population, enfin, l'importance de la population. Donc, à mon sens, on a l'IDH qui ne peut pas suffire parce que ça me paraît léger quand même comme projet de société. Mais c'est quand même pas mal parce que dans le sens où c'est un indicateur qui est pratique, qui est facile à calculer. Voilà. Ensuite, on a des économistes qui ont dit, bon, voilà, le PIB, on a compris, quand il pollue, c'est pas bien, etc. Donc, du coup, on va le corriger et puis on va enlever tout ce qui est activité polluante, etc. Et donc voilà, donc c'est intéressant, mais moi c'est pas ce qui me botte le plus, on va dire, puisque c'est toujours placer le PIB au centre de tout. Ensuite, on a des tableaux de bord. Ça se fait beaucoup au niveau régional qui vont, eux, s'intéresser à peut-être une petite dizaine d'indicateurs et regarder, voilà, quelles sont nos émissions de CO2, quel est notre taux de criminalité et puis quel est notre niveau de PIB. Puis comme ça, on va pouvoir regarder un peu tous les indicateurs.
Ça me semble le plus rigoureux scientifiquement comme démarche. Par contre, ce n'est pas du tout vendeur politiquement parce que quand on est un politique, on a besoin absolument de se faire comprendre très facilement et de marquer un petit peu nos électeurs et puis nos citoyens, c'est aussi normal. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué d'expliquer qu'on va regarder 10-15 indicateurs à la fois. C'est beaucoup plus lisible pour tout le monde d'utiliser un seul indicateur. Ça, c'est un peu dommage et c'est pour ça que le PIB, c'est un peu aussi la star. J'en arrive maintenant à est-ce qu'on ne pourrait pas directement mesurer le bien-être en fait et le bonheur. Alors, c'est intéressant comment on pourrait voir si les gens ils sont plus ou moins heureux. Et bien, en fait, on pourrait tout simplement leur demander et voilà, est-ce que vous êtes heureux? Et puis, on voit comment ça évolue, ça se fait. Il y a des enquêtes internationales qui s'intéressent à ça et qui comparent les pays entre eux. Et vous avez peut-être entendu parler du paradoxe d'Esterlin. Esterlin, qui est un économiste qui a montré que, en fait, effectivement, le bonheur exprimé des personnes dépend de certaines caractéristiques individuelles. Il est assez subjectif, mais on voit qu'il dépend de la conjoncture économique assez bien. Il y a un économiste américain qui a montré que à travers une enquête, d'ailleurs, ce n'est pas n'importe quel économiste américain, puisque c'est Deaton, et donc, ils ont fait une enquête où tous les jours, ils demandaient aux Américains s'ils étaient heureux. Ils ont corrélé ça avec le Dow Jones, avec l'indice de bourse. Et en fait, c'est frappant. Hein. C'est vraiment très corrélé, quoi. Donc, voilà, il y a une idée en fait, si j'ai l'impression que l'économie va bien, je me sens bien. Mais par contre, Esterlin montre qu'à long terme, ça n'a aucun impact. Et ça, comment on l'explique? En fait, on voit que, par exemple, quand on se compare beaucoup dans le déclaratif, est-ce que je suis heureux? Je vais regarder en me disant, en fait, oui, mon collègue, ma collègue, ma voisine, mon voisin, mon beau-frère, ma belle-sœur, eh bien, lui, en fait, voilà, il a la belle voiture, je sais pas, le modèle familial qui correspond aux attentes sociétales, etc. Et puis moi, je me retrouve pas là-dedans, donc j'ai l'impression que lui est plus heureux et je vais me déclarer pas heureux, alors c'est pas le cas. Enfin, j'ai pas trop le temps de développer, mais c'est des débats très intéressants. Juste pour vous signaler que la plus grande étude sur le bonheur a été réalisée par des chercheurs d'Harvard qui ont suivi des personnes pendant plus de 70 ans. Ils ont interviewé tous les 2 ans sur comment ils menaient leur vie, est-ce qu'ils étaient heureux. Et c'était combiné avec des scanners du cerveau, des analyses de santé physique et mentale. Vous avez un TEDx là-dessus, ça s'appelle Longitudinal Harvard Studies et je ne sais plus, c'est qu'est-ce qui rend heureux, quelque chose comme ça. Et je pourrais vous envoyer le lien si vous voulez, et c'est vraiment bien. Et en fait, en gros, ce qu'il explique, c'est qu'à la fin, la conclusion principale, c'est ce qui rend heureux, ça va être le fait d'avoir des relations très fortes et de qualité. Voilà. Des relations fortes et de qualité, ce n'est pas la quantité de relations, ce n'est pas le fait d'être marié ou pas, ce n'est pas le salaire, etc. Mais c'est le fait d'avoir eu un réseau familial ou d'amis qui était très solide et pas prise de tête. C'est ça les conclusions, donc c'est assez intéressant. Et c'est vraiment un résultat fort. Bon, donc du coup, les indicateurs subjectifs de comment les gens se sentent, est-ce qu'ils se sentent heureux, etc., ça me semble très intéressant. Hein. On en tire beaucoup de conclusions et des choses un peu inattendues parfois. C'est vraiment intéressant. Par contre, je ne pense pas que ça puisse faire l'objet vraiment d'un indicateur numéro 1 de politique publique, quoi. Il faudrait peut-être essayer de voir qu'est-ce qui dessine le bien-être, en fait. Qu'est-ce qui fait que les individus, sur mon territoire, qu'est-ce que je vais pouvoir leur offrir en termes collectifs, quoi. Qu'est-ce que je vais pouvoir offrir? Vous avez l'OCDE qui a travaillé sur un indicateur, une batterie d'indicateurs. Alors là, vous pouvez aller sous Google et vous tapez « Comment va la vie OCDE » et vous allez trouver un petit peu les indicateurs qui ont été développés. Là, on va s'intéresser à par exemple, à des indicateurs liés au logement, à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sur l'emploi.
On le voit hein, aujourd'hui à quel point l'emploi, c'est quand même quelque chose de fondamental, pas seulement pour le revenu, hein, mais bon, évidemment pour le revenu, mais pour d'autres choses aussi. La qualité de vie, d'autres choses, il y a le bonheur subjectif et le revenu, etc. Et en fait, c'est intéressant, vous pouvez vous attribuer une pondération. Voilà, bon, vous pouvez dire, voilà, moi, mes priorités, c'est vraiment la santé, l'éducation, l'environnement. Et là, il va vous classer les pays, vous allez avoir votre propre classement de pays. Et vous allez pouvoir voir qu'en général, vous allez avoir envie d'aller vivre dans les pays nordiques ou en Australie. Je le fais avec mes étudiants et ils tombent toujours là-dessus. Et bon, c'est intéressant parce que du coup, il y a une pondération qui se fait individuellement. Et puis, par contre, on évalue les pays à chaque fois avec des indicateurs qui sont objectifs et subjectifs. Bon, je peux vous en parler davantage. Je vais plutôt essayer il doit me rester 3 minutes. Je voudrais parler d'une dernière chose, mais on pourra reparler de ça. Une dernière approche, et puis comme ça, en plus, c'est un petit hommage à Marc Fleurbet. C'est l'approche par les capacités, capabilities. C'est quelque chose qui a été développé par Amartya Sen, qui aussi est philosophe, est un économiste et qui philosophe beaucoup, et qui lui explique en gros, en fait, ce qu'on doit rechercher, l'émancipation d'un individu. L'objectif politique, c'est de permettre aux individus qui sont sur le territoire, là, en fait, il faut qu'il ait la possibilité de faire des choix. Et donc, pour qu'il ait la possibilité, en gros, de s'émanciper, de faire des choix, il faut déjà qu'il ait la conscience de ses choix. Voilà. Et il faut qu'il ait la possibilité, ensuite, vraiment, en âme et conscience, de choisir. C'est très compliqué, donc je vous le résume vraiment comme ça en 10 secondes, mais honnêtement, c'est l'idée. Et vous avez une chercheuse française qui s'appelle Lise Bourg-de-Lopage, qui est à Lyon, et qui est géographe et économiste. Et elle s'intéresse à ces questions en indicateur de qualité de vie, et elle a développé quelque chose qu'elle a appliqué sur les 1300 communes en Île-de-France, comme ça, qui serait un indice de bien-être territorial. Donc voilà, qu'est-ce que peuvent développer les communes, les territoires, à l'aune de cette théorie sur les capacités. Bon, je vais vous dire, en fait, elle a identifié, avec Elisabeth Tovar, qui est sa co-auteure, 9 choses. Voilà, comme ça, on pourra à peu près finir là-dessus. 9 choses qui seraient importantes pour un territoire de développer et qui permettraient comme ça d'être un pont entre l'individuel et le collectif, ce qui me semble important. 1, il faut permettre à tout le monde d'avoir une bonne éducation. 2, il faut permettre à tout le monde, enfin en tout cas le plus possible, de faire partie d'un environnement social diversifié. 3, il faut que tout le monde puisse être mobile, d'accord, et puisse bouger. Ces 3 premiers facteurs, ce sont les facteurs de liberté, en fait. Ensuite, 4e indicateur, ne pas souffrir de discrimination. 5e indicateur, avoir les moyens d'influencer les décisions publiques. Ça, ce sont des indicateurs de liberté de choix. C'est important aussi, à quel point les valeurs démocratiques sont liées, et puis c'est très, très actuel avec les crises qu'on vit. Et enfin, 4 indicateurs de réalisation de soi. Avoir un revenu décent, avoir des conditions de logement décentes, être intégré au marché du travail et être proche des services de communication. Voilà, donc c'est pour vous dire finalement à quoi on arrive en fait pour dessiner le bien-être et sur des mesures sur lesquelles les décisions publiques vont avoir une prise. Et tout ça, c'est à la fois indépendant et à la fois dépendant de notre production, de notre PIB en fait. On ne peut pas penser l'un sans l'autre en fait. On peut avoir une forte croissance et ne pas avancer dans le sens d'aucun indicateur. D'accord. Mais par contre, sans aucune croissance, on ne peut pas non plus les remplir. Voilà, c'est 2 choses qui doivent aller ensemble et qui ne peuvent pas vraiment être vues indépendamment. Et puis, donc voilà, l'idée aussi de remettre un peu de collectif dans des objectifs individuels, finalement, c'est
en réfléchissant là, à la conférence d'aujourd'hui par rapport à la crise de la Covid, c'est ça que je pensais aussi, c'est que on est dans des éléments de réflexion qui opposent un petit peu qu'est-ce qui va me permettre, moi, mon bien-être individuel, c'est typiquement le discours des vaccins. Et on le pense beaucoup en tant qu'individu et beaucoup moins en collectif. Et c'est pas un phénomène qui est le même partout, c'est pas un phénomène qui a lieu tout le temps. Donc, c'est intéressant aussi de se poser aussi ces questions-là de l'objectif politique, hein, c'est pas forcément le bonheur d'une somme de petits individus, mais c'est vraiment qu'est-ce que j'apporte au collectif. Ok, alors je pense que j'ai dit un petit peu ce que je voulais dire pour tout poser. Donc, Jérôme, à vos questions. Merci beaucoup. Et donc, merci pour votre intervention. Donc, vous avez évoqué assez brièvement, vous avez fait allusion à une approche un peu géographique aussi du développement durable. Est-ce que vous pouvez en dire plus, notamment sur des indicateurs comme l'attractivité durable? En quoi ça peut permettre de mesurer ce qui fait la richesse d'un territoire, en fait? Ouais. Alors, intéressant. Bon, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps parce que, en fait, l'attractivité, c'est un peu quelque chose que je travaille depuis ma thèse, comme vous l'avez dit. Et c'est intéressant parce que je trouvais ça génial comme concept. Je me suis rendu compte après, au fur et à mesure, que de tout le problème que ça posait. Et c'est vrai que l'attractivité, clairement, c'est la politique de Macron, c'était la politique d'Hollande, c'était la politique de Sarkozy. Et donc, vraiment, leur leitmotiv, c'est voilà, je veux absolument attirer je veux attirer des entreprises et des activités. Et je veux absolument les attirer parce que ça va faire de l'emploi. OK. Sauf que ça pose vraiment problème. Alors, c'est bien d'attirer des entreprises et tout. Je veux dire, tous les responsables politiques territoriaux vont dire la même chose, quoi. Sauf que attirer tout et n'importe quoi, ça se retourne contre vous, quoi. Ça se retourne contre vous comme alors attendez que je ne dise pas de bêtises, l'entreprise, l'industrie automobile à Blanquefort, c'est Toyota, je sais plus si c'est Toyota ou bref, une firme automobile qui n'est pas française, là où travaillait Philippe Poutou, et bon, où ils ont eu des millions de subventions pour s'installer, et ça peut se justifier, hein. On peut dire, voilà, on a besoin pour la dynamique territoriale, on va avoir des retombées positives, et puis finalement, quelques années plus tard, ils délocalisent, et en fait, ils ont rapporté beaucoup moins que ce qu'ils ont coûté. Donc, c'est vraiment une arnaque pour un territoire. Et en plus de ça, c'est vraiment terrible d'avoir des milliers de salariés, des centaines, des milliers de salariés qui sont spécialisés dans un secteur aussi spécialisé que l'automobile, dans un territoire où il n'y a pas vraiment de... C'est Ford, oui, vous avez raison, c'est Ford, exactement. Et du coup, on se retrouve avec beaucoup de chômeurs au même endroit, dans une petite ville, par exemple, comme Blanquefort, et des gens qualifiés pour un secteur où il n'y a rien d'autre, en fait, au niveau du secteur géographique. Donc, ça pose problème. De la même manière, on a envie d'attirer qui? Parce que si on attire des activités super polluantes, est-ce que c'est vraiment intéressant pour une dynamique territoriale? C'est pas sûr. Donc, une politique d'attractivité, oui, bien sûr, mais il faut absolument y réfléchir justement en matière de durabilité, en réfléchissant qu'est-ce que ça nous apporte vraiment au niveau social, au niveau environnemental, et surtout, est-ce que ça s'inscrit sur le long terme? Voilà. Et est-ce que ça a du sens sur mon territoire? Quelles sont les forces de mon territoire? Quelles sont les caractéristiques? Il faut absolument... On ne peut pas faire quelque chose d'artificiel, il faut absolument réfléchir en termes de moi, mon territoire, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter, comment il va pouvoir se distinguer, parce que de l'attractivité en subventionnant pour compenser peut-être un coût de la main-d'œuvre, et en fait, finalement, tout le monde fait pareil. Et c'est la compétition. Et au final, tout le monde perd, quoi. Et c'est un peu ce qui se passe au sein de l'Union européenne. On a une concurrence comme ça en termes d'attractivité. Et à la fin, tout le monde perd. Donc, plutôt que d'avoir quelque chose comme ça de très concurrentiel, il faudrait essayer de coopérer et que chacun se spécialise ou joue avec ses forces. En coopérant, ça paraît beaucoup mieux. Là,
on ne pourra pas s'en sortir en faisant tout le temps la course au moins 10 ans à celui qui va le moins fiscaliser, celui où la main-d'œuvre va être la moins chère, etc. Parce que, en fait, dans un marché mondialisé, il y aura toujours quelqu'un pour faire moins cher, quoi. D'accord, merci. Et du coup, on a aussi un peu abordé la question des inégalités, mais je voudrais y revenir parce que c'est quelque chose d'important. Et donc, est-ce qu'on pourrait revenir sur le lien direct avec le réchauffement climatique et autres problématiques qui sont liées? Je pense notamment au dernier rapport d'Oxfam là, qui vient de sortir, qui disait que dans les pays pauvres, on avait eu depuis les années 90 une réduction des émissions de CO2 et pas dans les pays riches. On avait quoi, pardon, je n'ai pas entendu dans les années 90? Depuis les années 90, il y a eu une légère tendance à la baisse des émissions des CO2 dans les pays pauvres, pour faire vite, et le contraire dans les pays riches. Et puis même à l'intérieur des pays riches, il y a des travaux de Éloi Laurent, notamment, je crois, c'est un peu plus ancien, qui montraient que selon les milieux sociaux, on n'était pas autant polluant, quoi, et puis pas autant exposé aussi aux risques environnementaux. Ouais, et pas aussi armé pour faire face. Oui, Ouais. oui, bah alors c'est exactement ça, hein. Vous avez dit l'essentiel. Le changement climatique, c'est quelque chose d'extrêmement injuste et inégalitaire. Alors vous avez raison, les pays pauvres sont ceux qui polluent le moins, en fait. Parce que très simplement, hein, quand on est pauvre, on consomme moins et puis voilà. Et puis en fait, du coup, on pollue moins, quoi. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est ça. Si vous regardez en fait j'avais fait ça d'ailleurs pendant ma thèse, bon, ça date un peu, mais en fait, j'avais regardé un peu le classement des pays selon leur performance en matière justement de non-pollution, de développement durable et d'empreinte écologique, voilà, et par rapport à leur performance économique. Mais c'est complètement la corrélation inverse, quoi. Moins on est performant économiquement, bah moins on a d'empreinte écologique, quoi. Donc, on est dans les pays pauvres, on pollue à l'échelle globale, on pollue moins. Par contre, on se tape toutes les industries polluantes qui vont polluer les rivières, qui vont polluer au niveau local, que personne n'accepterait dans des pays développés. Donc, voilà, donc on va avoir plus de maladies, par contre. Donc, on a déjà une double peine. Triple peine, ce sont les pays pauvres qui vont subir davantage les conséquences. Pourquoi? Parce que en fait, les premiers pays qui vont subir les conséquences graves du changement climatique, bah, ça va être des îles, par exemple, qui sont généralement pas très riches. Voilà, des pays qui ont qui sont au bord des océans, enfin voilà, donc on a beaucoup typiquement Haïti qui cumule toujours qui cumule une catastrophe climatique, sanitaire, enfin c'est terrible. Donc ça se cumule, ils vont payer les conséquences davantage alors que ce ne sont pas du tout les principaux responsables. Et comme vous l'avez dit Jérôme, et comme l'explique bien Oxfam ou Éloi Laurent, au sein des pays riches, ce sont aussi les plus pauvres qui subissent au niveau local les conséquences des dommages environnementaux. Ça va de la qualité de l'alimentation, par exemple. Ouais, c'est un bon exemple, en fait, hein, la qualité de l'alimentation, ou bien où est-ce qu'on peut habiter. Ça joue beaucoup. En général, plus on est pauvre, plus on habite déjà dans des endroits qui vont être pollués, mal isolés, etc. Donc, on a beaucoup plus de problématiques de santé. Donc, c'est très lié aux inégalités. Et donc, le versant de ça, c'est qu'on ne peut pas croire qu'on va faire une transition durable sans considérer ces inégalités. Enfin, c'est impossible. C'est impossible. On peut pas. Même on le voit bien aujourd'hui. On ne peut pas comme ça imposer des politiques. On peut pas. On ne pourra pas imposer à des personnes qui sont déjà défavorisées, qui le savent, qui ont une envie en fait, de consommer, un besoin, et on ne peut pas leur imposer en plus un changement de consommation, en plus que si on cumule ça avec peut-être une éducation moindre, etc. En fait, ça ne peut pas se faire comme ça. C'est impossible. Il faut... quand on peut pas, on voit bien qu'en période de pandémie, on a mis, je sais pas, par exemple, on a
il en a été question, mais on n'a pas vraiment considéré le fait que notre production de masques, là, notre consommation de masques, c'était genre hyper polluant, quoi. C'est du plastique et c'est tout ce qui est vraiment normalement pas acceptable. Mais là, il n'en était même pas question parce que on gère l'urgence. Et en fait, quand on est pauvre, eh ben, on gère l'urgence. Et voilà, on a du mal à se projeter au-delà de 3 mois. Alors, on ne va pas se projeter dans 50 ans, 60 ans. Donc, on est obligé de considérer ça, quoi. Sinon, ça ne peut pas marcher. Ouais. D'accord. Et du coup, quels objectifs on pourrait fixer pour essayer de remédier à ce problème? Le fait qu'il y ait une triple peine. Alors, au sein des pays, en fait, voilà, si on s'intéresse à la France, eh bien, dans ce cas-là, il y a beaucoup de choses à faire. Alors moi, vous m'entendrez toujours dire la santé et l'éducation. Donc, en tout cas, il y a quelque chose, il faut absolument pas perdre de temps sur l'éducation. Et ensuite, voilà, on peut avoir tout à fait des politiques de bonus-malus, en fait, qui permettent, sur certaines consommations, quand ça avait été le cas sur les voitures, ça avait très, très bien marché. Bon, effectivement, mais il faut que ce soit sur toutes les voitures. Il ne faut pas juste dire, si vous achetez des voitures électriques, ça, je veux dire, c'est inabordable. Voilà, ce n'est pas une politique contre les inégalités, ça. Mais ça peut vraiment avoir un vrai impact au niveau de la consommation alimentaire. Hein. Bonus-malus, publicité. Agir sur la publicité, il y a beaucoup de possibilités. Il y a voilà, des choses qui sont d'ailleurs sur le tapis, comme des chèques énergie pour isoler la maison. Mais en fait, ça, isoler, enfin, il y a quand même, il faut aussi faire un travail de pédagogie, peut-être pas de pédagogie d'ailleurs, mais il faut accompagner les gens parce que c'est pas accessible à tout le monde de se dire tiens, si je sollicite, je fais un dossier pour avoir des chèques énergie et après je vais m'y retrouver, je vais gagner en bien-être, en santé, en économie. Enfin, ça c'est pas non plus évident pour tout le monde. Donc on a tout ça à faire. Et alors au niveau global, ça, je sais pas, parce que pour moi la solution c'est vraiment la coopération. Mais force est de constater que ça ne marche pas. Et que même au moment de la Covid, on n'a pas observé non plus une coopération extraordinaire au niveau global. On a globalement fermé les aéroports, même au sein de l'Union européenne, on a du mal à se mettre d'accord sur un plan de relance, alors qu'on est vraiment tous liés. Donc, comment faire? Il faudrait vraiment, il faut absolument coopérer. Peut-être qu'avec c'est possible qu'au pied du mur, tout le monde se réveille, mais on n'y est pas, selon moi. Et les gens n'ont pas peur, là. Donc, j'ai malheureusement pas la solution de comment faire absolument coopérer les dirigeants du monde. Il faudrait qu'ils aient pas trop le choix, là, ou qu'ils soient raisonnables, mais on voit que ça, bon. Pour revenir sur la question des indicateurs, un peu plus précisément, est-ce que c'est pas un peu mission impossible de définir des indicateurs qui fassent consensus, alors que les économistes, quand on regarde, ils ne sont jamais d'accord vraiment, et le climat, ça ne fait pas exception. Si on en croit les débats sur le nucléaire notamment, ou sur les différentes formes de durabilité, ou sur la façon de modéliser aussi l'environnement avec les controverses sur la trajectoire carbone, le prix carbone, etc. En bref, on voit que les économistes ne sont jamais d'accord sur ces sujets, donc comment on fait? Mais alors, je vous signale qu'il n'y a pas que les économistes, parce que vous allez voir que les médecins, ils ne sont pas non plus forcément d'accord. Et donc, c'est normal qu'il y ait du débat. Et en fait, en vrai, moi, je ne pense pas je ne milite pas du tout pour un indicateur, pour qu'on soit tous d'accord sur un indicateur. Et au contraire, en fait, il me semble qu'on délire un peu en fait, à vouloir utiliser tous le même, alors qu'on a plein de territoires différents. Et c'est peut-être pas justement très juste de vouloir tous faire la même chose. Donc, finalement, il faudrait plutôt, parce que par exemple, je ne sais pas, mais à l'échelle de la France, par exemple, s'intéresser à la déforestation, oui, c'est quelque chose, mais ce sera
forcément pas du tout aussi fondamentale que c'est je suis au Brésil, enfin, je prends cet exemple-là, mais pour beaucoup d'autres, par exemple, en France, bah, visiblement, il y a quand même un problème de confiance. Et ça, il faudrait quand même vraiment s'y intéresser parce que c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se construit. Voilà, on peut avoir un problème de liens sociaux, enfin, qui est différent vraiment dans les autres pays. Donc peut-être que voilà, on pourrait s'intéresser à des choses qui vont à mesurer ça. Ça se fait, hein. On peut mesurer la confiance. Voilà. Je pense qu'on doit absolument, en fait, justement, s'adapter au territoire. Et voilà, l'exemple du nucléaire, il est bon. Est-ce que tout le monde, tous les pays du monde doivent s'intéresser à l'énergie nucléaire? Bah non, bah, vous ne l'avez pas développée, essayez autre chose. En France, le débat est différent. On l'a développé. Est-ce que c'est souhaitable? Alors, sans rentrer dans le débat, est-ce que c'est souhaitable de continuer à développer le nucléaire? Parce que j'entends les arguments, je ne suis pas tranchée là-dessus, mais ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. D'accord? Et qu'on ne peut pas, encore une fois, augmenter la facture de chauffage des plus pauvres d'entre nous, quoi. Ça ne me paraît pas juste. Par contre, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose d'un peu plus graduel. Ça me plairait plus. Mais, et puis, entre-temps, il faut évidemment rechercher d'autres sources d'énergie. Mais aujourd'hui, on n'a pas la solution. On peut faire un peu de tout, en fait. On peut faire un peu de tout, un peu d'éolien, un peu, voilà. La recherche essaye de trouver d'autres solutions, on ne sait pas trop. Mais peut-être que ce serait intéressant d'avoir un indicateur qui serait juste comment évolue notre dépendance au nucléaire. Ce serait bien qu'on aille en fait, qu'on diminue cette dépendance. Voilà, peut-être qu'on pourrait tous être un peu d'accord là-dessus. Par contre, si vous mettez ça, je ne sais pas, dans un pays qui n'a pas apparemment d'énergie nucléaire, bon, voilà, vous mettez ça au Costa Rica, ça n'a pas de sens. Donc, je pense que chacun doit réfléchir justement sur quoi je dois progresser, quels sont mes axes de priorité, et voilà. Et tout le monde aura un peu de PIB, tout le monde. Mais tout le monde aura un peu bien sûr, la possibilité de se loger, etc. Tout le monde va l'avoir, ça. Mais après, il y a des choses qui doivent s'adapter. Je vois, Jérôme, qu'il y a des questions dans le chat, mais peut-être que c'est après. On ne vous entend plus. Oui, ça y est revenu le son. Oui. Ouais. Donc, on va y venir juste après. Peut-être encore une question sur une chose qu'on n'a pas encore vraiment abordée, c'est sur le rôle des entreprises dans la transition écologique. Ouais. Certaines sont souvent montrées du doigt dans la mesure où elles exercent de fortes externalités négatives sur l'environnement et sur la société aussi. Mais donc, comment les entreprises peuvent vraiment s'engager efficacement dans la transition écologique et est-ce que les principes légaux en termes de RSE sont assez contraignants ou alors que c'est juste un petit peu engageant mais finalement pas contraignant? Ouais, c'est pas très contraignant. Ça, c'est sûr. S'il y a une chose que je peux répondre, c'est que c'est pas contraignant. Donc, qu'est-ce qui est contraignant pour les entreprises aujourd'hui? C'est la peur du bad buzz. Ça, c'est sûr. Elles le disent toutes, quoi. Attention, quoi. Elles ont très, très peur à leur image, avec les réseaux sociaux, etc. Enfin, il y a une force de frappe énorme là-dessus. Donc c'est ça qui les contraigne le plus. Après, je trouve ça passionnant, le débat de quel est le rôle des entreprises. Parce qu'en fait, elles prennent un gros rôle assez incroyable. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'émergence des entreprises à mission. En fait, c'est un nouveau statut d'entreprise qui existe aux États-Unis, qui s'exporte là en France. Et donc, l'entreprise, elle peut mettre vraiment dans ses statuts, autre que l'objectif de profit, je veux protéger l'environnement. C'est ce qu'a fait Patagonia aux États-Unis et ça leur a permis, ça c'est pour le côté très positif, ça leur a permis de mettre leur service juridique au service d'une asso qui en fait, qui luttait contre une décision de Donald Trump d'exploiter une réserve naturelle. Et voilà, donc ils ont mis leur service juridique à dispo et c'était possible. Et c'est assez intéressant parce qu'on a quand même une force de frappe aussi des entreprises dans ce jeu-là avec ne serait-ce que l'impact qu'ils ont en matière de communication avec des campagnes de pub qui ont un impact incroyable.
ils ont un impact sur les enjeux sociétaux avec voilà, de lutte anti-discrimination avec des entreprises qui font un boulot sociétal qui est assez impressionnant. Hein. Et bon, ok. Donc, il y a ce côté-là et je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que, bon, ok, c'est bon à prendre. Après, attention, notamment dans ces entreprises à mission, finalement, est-on bien sûr que c'est le rôle de Patagonia d'aller défendre une réserve naturelle? Est-ce que là, on n'a pas un problème politique? Donc, il y a aussi l'autre côté qui est, alors attendez, est-ce que c'est vraiment aux entreprises de considérer les problématiques environnementales, en fait? Est-ce que ce n'est pas plutôt l'État qui devrait légiférer? Est-ce que ce n'est pas à l'État voilà, par exemple, est-ce que c'est à Total de se dire j'arrête d'exploiter le pétrole, c'est mauvais pour la planète. Enfin, je pense que Total ne peut pas le faire. Enfin, et puis c'est pas, enfin, puis il y a des employés derrière. Enfin, il faut absolument tout considérer. Donc là, c'est à l'État presque de faire de l'ingérence, qui est de les aider à investir pour faire de la recherche dans le renouvelable, etc., pour pouvoir préserver des emplois, pour pouvoir conserver, parce qu'on est content, Total est une grosse boîte qui fonctionne. Donc, voilà, il y a quand même un rôle de l'État qui n'existe plus beaucoup, en fait, en termes de stratégie de l'industrie. On laisse un peu les entreprises se débrouiller. Donc certaines font des choses louables. Hein. Et puis finalement, alors Total, je connais bien parce que je vous ai dit, j'étais étudiante à Pau et du coup, il y a Total, il y a le siège à Pau. Enfin, c'est pas vraiment le siège, mais bon, il y a une grosse partie de Total qui est basée à Pau. Et ils financent la moitié des thèses à l'université en sciences. Et bon, est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on va pas faire une thèse parce que c'est Total? Enfin, je suis pas sûre en fait. Bon, tant pis, ils financent. Donc c'est un débat compliqué. Hein. Je travaille sur ça avec mes étudiants. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est acceptable de dire que Total a une politique RSE? Est-ce que vous pensez que c'est acceptable de dire que Air France a une politique RSE? Ils ont une politique RSE, mais c'est une vraie question. Mais est-ce que c'est pas complètement illusoire, quoi? Je sais pas, Air France, c'est des avions et puis Total, c'est du pétrole. Enfin, donc, bon, c'est un peu bête. Mais donc, j'ai pas d'avis tranché là-dessus. Ce que je sais, c'est que l'État ne prend pas sa place, selon moi. Le citoyen le prend parce que voilà, il y a certains contrôles quand même vis-à-vis de l'entreprise. Certaines entreprises prennent une grosse place et puis ils font aussi leur job au niveau sociétal, pas tout. Hein. Donc, il y en a, c'est même pas la peine, hein, mais voilà, je sais pas si c'est très clair comme réponse, mais je trouve que, enfin, en tout cas, c'est un débat complexe. Hein, il faut pas. Il n'y a pas de réponse tranchée à apporter là-dessus, quoi. Bon, les entreprises à mission, ouais, c'est regarder un peu les articles qu'il y a là-dessus, vous allez voir, c'est très, très intéressant parce que c'est pour le meilleur et pour le pire. Hein. Parce qu'ils se retrouvent, ils peuvent avoir pour mission ils peuvent se donner une mission politique qui est je ne sais pas, ça peut être de fermer complètement les frontières, je ne sais pas, ça peut leur prendre n'importe quoi. Hein. C'est pas garanti qu'ils soient qu'ils fassent que des choses sympas. Hein. Merci. Du coup, on va passer à la partie questions du public. Alors, je vois qu'il y a déjà pas mal de questions dans le chat. Donc, si les gens veulent allumer leur micro et poser la question directement, c'est peut-être. Alors, je veux bien pour Simon parce que, comme c'était ses messages problématiques, peut-être plus à quoi il pensait, comment faire passer ses messages. Bon, je peux répondre quand même, parce que je vois un peu ce qu'il veut dire. En fait, comment faire passer ces messages-là Écoutez, je vais vous faire une réponse de vieux. Il faut voter, mais ça suffit pas. Mais c'est ça. Quelque part, il y a de ça qui est de se réapproprier en fait, se réapproprier la politique. J'ose croire que ça va finir par venir, quoi.
j'ai l'impression, je ne suis pas bien vieille non plus, mais que c'est vraiment la même chose, moi, hein, depuis que je m'intéresse à la politique, je me suis intéressée très jeune. Et on a un peu la même chose, et puis on en vient tous à dire, ah bah voilà, Chirac, c'était vraiment le mieux de tous, bah voilà. Et donc, c'est un petit peu se réapproprier ça en se disant qu'on a une possibilité d'agir. Ça va un peu, selon moi, dans le sens aussi de se rendre compte et mettre les politiques devant ça, que l'économie doit être au service d'une politique, d'accord? Comme le PIB doit être au service d'un objectif. Mais l'économie doit être au service des politiques qu'on veut mener, des objectifs politiques qu'on a en commun, et pas le contraire. Et ce n'est pas les politiques au service d'une économie. Voilà. Et je pense que quand on aura compris ça et qu'on comprendra qu'on peut agir, je ne dis pas que c'est simple, mais voilà, ça peut se réapproprier ça. Après, aux citoyens, je crois qu'il ne faut pas se prier de débattre. Hein, et puis en France, on est fort pour ça en plus, mais même si ce n'est pas facile, vous avez vu quand même que c'est dans le comment ça s'appelle, ça tellement pas le grand débat, mais les citoyens tirés au sort qui ont discuté sur les problématiques de changement climatique. Donc, finalement, ils ne sont pas tellement écoutés par les politiques, mais en fait, il y a bien un truc qui était intéressant de voir, c'était on les a informés sur les différentes problématiques et en fait, prise de conscience, et ils ont voulu prendre des décisions plus radicales qu'aucun politique. Donc, c'était intéressant. Donc, moi, franchement, je ne vois pas trop autre chose que l'éducation. Et en fait, et puis après, au fur et à mesure qu'on va prendre la pleine mesure qu'on va avoir les gens qui ont besoin de preuves, voilà, qui vont voir qu'il y a un problème au niveau climatique, au niveau inégalité. Vous voyez, les gilets jaunes, il y a quand même eu une prise de conscience à un moment donné qu'il y a des gens qui n'en peuvent plus. Donc, la prise de conscience sur certains événements couplée à de l'information. Et puis, je pense pour la jeunesse principalement, se rendre compte qu'on a un rôle à jouer en fait au niveau politique, qu'on ne peut pas rien faire, qu'on ne sert pas à rien, et que surtout, là, en fait, ceux qui vont voter, c'est vraiment tous ceux qui ont plus de 60-70 ans, et c'est eux qui gagnent les élections, quoi. Bon, voilà. Et je ne suis pas du tout de l'anti-vieux, hein, c'est pas ça. Hein. Mais c'est-à-dire qu'ils sont trop représentés dans les électeurs. Alors, ensuite, il y avait la question de Jean, que répondre au plan de développement qui disent « Vous avez pollué pour vous développer, à nous le tour ». D'un côté, ils n'ont pas tort, parce que c'est normal. En fait, eux aussi, ils ont besoin de se développer, et pourquoi ils ne le feraient pas, et pourquoi eux, ils devraient tout de suite être complètement ascètes. Donc, voilà. En fait, ce qu'il faut proposer, c'est vraiment se développer autrement. Voilà, c'est se développer autrement, c'est-à-dire qu'on peut répondre à des besoins, mais on peut passer par un modèle de développement qui va être moins énergivore, voilà, en gros, ce qu'on pourrait leur dire, c'est faites pas de nos erreurs parce que vous pourrez pas de toute façon. Donc, et puis expliquer que voilà, c'est toujours ça, si l'objectif c'est le bien-être, ça vaut pas le coup. Ils pourront pas, ils peuvent pas avoir le même modèle de développement. Encore une fois, hein, en plus c'est pas le même, les mêmes cultures, c'est pas la même démographie, mais en tout cas, il faut entendre ce discours-là. Il est logique. Et en fait, il ne faut surtout pas les empêcher de se développer. Il faut trouver d'autres moyens de développement, certainement, mais quelque chose qui va être socialement et environnementalement moins destructeur. Alors, peut-être notre commissaire au plan familier de Pau, je sais à qui vous pensez, va-t-il changer les choses? Je ne sais pas. Je ne vous cache pas que je ne suis pas très optimiste. Parce qu'il me paraît servir un peu toujours les mêmes choses. Mais par contre, j'aime bien l'idée d'essayer d'avoir quelque chose de cohérent en termes de développement territorial. Et ce que j'aimerais encore plus, c'est qu'on donne beaucoup plus de possibilités, en fait, aux communes, aux régions, de pouvoir reprendre
le pouvoir décisionnaire et de développer des choses, en fait, de pouvoir récupérer la régie de certaines choses. Hein, on voit en fait, par exemple, les travaux d'Elinor Ostrom, qui est une femme prix Nobel d'économie, et il n'y en a pas 36, hein, elle est du flot, et bien, elle montre en fait que les services environnementaux, notamment, plus ils vont être gérés au niveau local, plus ça va être efficace en fait, et moins on va les surexploiter. Elle montre la même chose, par exemple, pour les commissariats en fait. Il vaut mieux avoir plein de petits commissariats de police plutôt que d'en avoir des gros avec des maxi moyens. C'est moins efficace pour la sécurité. Et elle montre la même chose avec, par exemple, la gestion de l'eau. Et donc ça sera intéressant aussi qu'on ait des possibilités au niveau local de gérer ce genre de choses. C'est pas en France, c'est très réglementé, c'est les métropoles qui gèrent, voilà. Bon, si j'ai le temps, je vous parlerai d'une ville du sud de la France qui s'appelle Montsartou. Mais je vais prendre les autres questions. Alors, voilà, la Convention citoyenne, voilà, c'est le mot que je cherchais. Que dire aux 150 volontaires de la Convention citoyenne pour le climat qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire de belles propositions au gouvernement pour lutter contre le dérèglement climatique? L'initiative était très intéressante au départ, c'est vrai, et le chef de l'État avait promis de les écouter et de les transmettre aux parlementaires. Et là, certaines propositions ont visiblement été arbitrées par des ministres, également modifiées avant d'arriver entre les mains des parlementaires. Vous avez tout à fait raison. Donc, que dire, on voit bien qu'ils sont pas contents, hein. On voit bien qu'il y a un conflit là et qu'il y a un petit problème démocratique en fait. Mais je pense que justement, on a dû sous-estimer l'impact en fait de l'information et de ces personnes qui se sont véritablement appropriées les problématiques et qui ont fait des propositions. Donc, je crois qu'on a été un peu frileux. C'est compliqué. Enfin, c'est pas facile hein, de diriger un pays, et puis c'est difficile de prendre des décisions courageuses. Enfin, l'histoire nous le montre, et surtout quand on veut être réélu. Alors, ça, c'est encore plus problématique. Donc, je pense qu'il faut leur dire qu'ils ont eu raison. Qu'à un moment donné, de toute façon, on va vers ça, que peut-être il faut plus de temps pour que ce soit acceptable, pour qu'on ait les personnes qui auront le courage de prendre ces décisions. Je pense qu'il ne faut pas se décourager, même si ça doit l'être fatalement, et qu'ils ont visiblement travaillé avec sincérité et puis avec sérieux. Voilà, c'est une première initiative. Espérons que finalement, ça soit pas la dernière, évidemment, mais c'est frustrant, bien sûr, et ça provoque de la colère, et ça provoque en plus une sensation de trahison, donc encore plus de défiance. Et voilà, et moi, je peux que vous dire que c'est dommage. Pensez-vous que l'innovation puisse permettre d'atteindre une croissance verte, que cela est utopique et que la décroissance est par conséquent nécessaire? Question très intéressante. Alors, vous avez j'ai des collègues économistes qui ne jurent que par l'innovation. Alors, il y en a, c'est le PIB, il y en a, c'est l'innovation. Alors, vous avez peut-être déjà entendu Philippe Aghion, donc c'est son truc, innovation. Et oui, bon, après, évidemment, que l'innovation, c'est l'innovation, voilà, si on a, si on a des vaccins, on a ce genre de choses aujourd'hui qui sont importantes, enfin, question de point de vue, mais c'est parce qu'on a de la recherche et de l'innovation et qu'on va trouver des ressources, une manière de produire de l'énergie de manière renouvelable. Enfin, ça, vraiment, j'y crois. Qui serait plutôt un mix de beaucoup de choses, et une manière aussi peut-être de revoir toute notre manière de se déplacer, qui est totalement à revoir. Et ça, je crois en des innovations qui sont pas, c'est peut-être pas aussi spectaculaire qu'un avion qui polluerait pas du tout. Enfin, ça, j'y crois pas vraiment, mais plutôt des innovations en matière d'organisation territoriale, et puis comment on va se déplacer avec des mobilités douces pour les petits trajets, et d'autres genres de choses pour les mobilités plus longue distance, et puis revoir notre manière de penser ça. C'est aussi des innovations. Donc, je pense que l'innovation a toute sa place, hein, et ce serait autant je ne crois pas que l'innovation c'est la réponse à tout, et qu'on se dit bon on attend et puis les scientifiques ils vont nous trouver une solution au changement climatique.
je crois que ce sera jamais suffisant parce qu'on a un problème social derrière. Et voilà, le capital social, le fait de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir s'entendre, de pouvoir se faire confiance, bah, c'est pas l'innovation. Donc c'est aussi d'autres choses. Et la croissance verte, bah, moi, oui, je suis pour, mais qu'on m'explique ce que c'est, quoi. Parce que je sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est voilà, le fait d'avoir des énergies plus renouvelables, oui, c'est bien, mais en fait, qu'est-ce qu'on met sous la croissance verte? Est-ce qu'on met, je sais pas moi, le yaourt produit localement, ça c'est de la croissance verte ou pas? Parce que ça me paraît pas mal. Enfin, je sais pas trop, en fait. J'ai l'impression qu'encore, enfin, il y a 20 ans, on parlait de développement durable à tort et à travers sans savoir ce que c'était et on pouvait mettre absolument tout dedans. Et voilà, qu'est-ce que la croissance verte? Est-ce que effectivement produire des masques qui nous protègent d'un virus mais qui sont polluants, est-ce que c'est la croissance verte? Enfin, donc je pense que oui, derrière il y a évidemment une idée qui est on va trier parmi notre production. Ça me paraît une bonne idée. Qu'est-ce qui est vert, qui n'est pas vert? Je crois qu'on n'est pas très clair là-dessus. À réfléchir. Voilà. Moi, je vous dirais, il faut voir vraiment ce qu'il y a derrière. Il y a sûrement des bonnes choses et puis il y a des choses, c'est du greenwashing, je pense. Voilà. Donc, je ne pense pas la décroissance non plus. Je crois que croissance, décroissance, tout ça, ça doit être au service d'un objectif. Mais je ne crois ni à la croissance ni à la décroissance, en fait. Je crois qu'il faut regarder ça plus en détail et voir ce qu'on a envie de voir croître et ce qui nous intéresse moins. Et puis, ce qui nous intéresse moins, quel impact ça va avoir sur les individus. Et puis, si on arrête de produire telle ou telle chose, et ben, les individus qui profitaient de ce bien, de ce service, ou bien qui étaient employés dans ce secteur-là, bah, comment je le forme à autre chose? Enfin, ça, c'est des choses importantes. Voilà. Le modèle des sociétés coopératives, excellent. Alors ça, c'est vraiment un gros volet de mes recherches récemment. J'ai vraiment travaillé sur ce modèle-là pour essayer de voir, en fait, mon idée de départ, c'était de voir, est-ce que ce modèle, est-ce qu'il va contribuer davantage, puisque je parlais d'attractivité, est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Est-ce que ça va avoir davantage d'impact positif sur le territoire? Et puis, quand on a des modèles comme ça de coopératives, en général, ce n'est pas des modèles qui vont délocaliser. Donc, ça me semblait intéressant. Alors, qu'en pensez, Jean? Oui, vous pouvez aussi, parce que c'est vrai que je fais un grand monologue. Qu'en pensez? Alors, on peut en penser du bien, je vous autorise. Moi, j'en pense du bien dans le sens de la gouvernance qui est démocratique, qui est vraiment intéressante. J'ai étudié les coopératives d'artisans et j'ai pu montrer que face à la crise financière de 2008, ça a vraiment été un modèle bien plus résilient que les autres types d'entreprises. C'est aussi un modèle qui est plus, qui ne va pas rechercher le profit immédiat, mais qui est vraiment plus sur le long terme. Et ça, c'est vraiment intéressant. En revanche, tout n'est pas rose dans le milieu des coopératives. Sur des petites coopératives, on observe qu'on a plus que dans les entreprises des burn-out, par exemple. Voilà, pour parler que de ça. Après, on a des giga coopératives. Je ne sais pas si Terrena, c'est quelque chose qui vous parle. C'est une coopérative de semences agricoles et franchement, qui n'a aucune différence avec une multinationale, quoi. Voilà. C'est tellement grand que finalement, l'aspect démocratique est complètement dilué et voilà, c'est multinational. Bon, à ce niveau-là, est-ce que ça a vraiment du sens? Je ne sais pas. Est-ce que ce serait pire si c'était une multinationale? Si c'était Monsanto, peut-être. Mais bon, ça me semble assez similaire. Donc, pour des coopératives qui restent à un niveau régional, ça me semble un modèle très, très intéressant. Avec des dérives. Voilà. Le blog. Alors, le blog, malheureusement, je ne peux plus faire de billets dessus parce que le magazine qui l'hébergeait, qui était Terra Eco, a dû fermer ses portes. Il faudrait que j'en fasse un autre. Alors, si vous voulez poser d'autres questions, je ne sais pas du tout à quelle heure vous finissez d'habitude, mais allez-y, moi j'ai du temps. Ça dépend, c'est simplement selon l'inspiration des spectateurs.
et l'envie de parler aussi de l'intervenant. Voilà une nouvelle question. Alors, le bonheur national brut. Okay. Alors, que pensez-vous du bonheur national brut mis en place au Bhoutan comme indicateur? Il croise des éléments que vous avez déjà évoqués, c'est vrai. Savez-vous si un tel indicateur a pu avoir un réel effet sur les politiques publiques du Bhoutan et sur le bien-être de la population? Ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Ouais, je pense que effectivement, en termes d'objectifs politiques, c'est bien. Mais en fait, justement, ce qu'ils ont fait. Alors, effectivement, vous avez raison, je ne suis pas spécialiste de la politique bhoutanaise et je ne sais pas exactement ce que ça fait, mais moi, ce que j'en sais, c'est que déjà, c'est un petit pays qui a ses particularités. Donc, ce qu'ils font là-bas, ce n'est pas transposable partout. Il ne faut pas croire à chaque fois que les modèles sont transposables partout. Et ce que je sais aussi, c'est que dans cet indicateur-là, il n'est pas question de faire zéro production. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir, on va prendre en compte effectivement le ressenti des habitants et puis l'impact de nos décisions politiques sur leur bien-être. Et ça, c'est très bien. D'accord. Mais après, on ne va pas pouvoir faire la même chose partout. Et encore une fois, avec cette notion de... alors, la France, les États-Unis, vous n'avez pas... je suis à peu près... Vous ne pouvez pas imaginer la même vision du bien-être si vous êtes... évidemment, aux États-Unis, c'est flagrant. Si vous êtes dans l'Ohio, si vous êtes dans le Texas ou si vous êtes à New York ou à San Francisco, c'est vraiment flagrant. Et en France, c'est pareil. Vous ne pouvez pas avoir la même chose suivant si vous êtes à Paris, en Corse, en Bretagne. Enfin, voilà, et bien encore, considérer qu'au centre de la Bretagne, c'est uniforme, c'est sûrement pas vrai. Mais bon, il y a quand même quelques traits particuliers. Donc, je pense que c'est une bonne initiative, mais il ne faut pas croire qu'on s'intéresse juste à savoir est-ce que les gens sont heureux dans leur journée est-ce qu'ils vont, je ne sais pas, est-ce qu'ils font suffisamment la sieste et tout ça, c'est des choses, ça pourrait être des choses qu'on compte, bien sûr, mais ils ne font pas que ça. C'est quand même beaucoup plus sérieux que ce qu'on croit et ce n'est pas du tout absent de toute notion de production. Mais moi, je remercie beaucoup le Bhoutan qui fait justement une pub sur les différents indicateurs et voilà, il est ni un pays, c'est pas devenu non plus le pays où il fait le mieux vivre au monde, puis après tout dépend de ses considérations, c'est pas du tout devenu un pays ultra pauvre, quoi. Donc c'est bien parce que ça contribue quand même au débat et à la complexité du débat. C'est ça aussi, hein. Je pense qu'il ne faut pas refuser la complexité et de se dire on va prendre plusieurs choses en compte et on reconnaît déjà que le bonheur, c'est quelque chose de subjectif. Nous, on va s'intéresser au bien-être, qu'est-ce qui est commun et comment ça va se répartir sur le territoire. Et puis, il faut aussi reconnaître qu'il faut faire des choix à un moment donné. Et il y a certains indicateurs qui vont être dégradés par rapport à d'autres. Et ça, il faut aussi l'admettre, c'est ça, vivre en collectif, et c'est ça qu'on a à faire quand on fait un choix de tel ou tel confinement. Je pense qu'on vaut mieux le dire clairement en population. Voilà, on doit arbitrer, il va y avoir des perdants, et on espère que notre choix va permettre que les gagnants soient plus nombreux que les perdants. Voilà. Il faut aussi savoir faire des choix, mais à la lumière d'indicateurs. Ça me semble pas mal. Du coup, comme il est 20h, et puis je pense qu'il n'y a plus trop de questions, il n'y a pas d'autres questions. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Zoom dans clôturer la conférence sur ça. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être avec plaisir. D'être venu sur Zoom. D'être venu, ouais. entre guillemets, oui. Parce que... ouais. mais donc, merci à vous en tout cas d'avoir accepté de faire cette vidéoconférence. Ok, merci à vous, merci à tous les présents et puis. Oui, merci. Bon, c'est très gentil et puis n'hésitez pas si certains ont des questions même après la conférence.
vous trouverez facilement mon contact sur Internet. Du coup, Et merci Jérôme pour l'organisation. Oui, de rien. Rien. Et pour ceux qui sont encore là, donc, je vous annonce qu'il y aura une autre conférence la semaine prochaine, même jour, un peu plus tard à 19h. On recevra Lee Nguyen Wang qui viendra nous parler d'intelligence artificielle. Voilà, c'est un vulgarisateur scientifique qui viendra nous parler d'intelligence artificielle. Voilà. Bien, super. En tout cas, à tout le monde. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.